grande terre d'industrie au sein du poumon économique du Nord-Franche-Comté, l'agglomération du pays de Montbéliard s'illustre aujourd'hui par de grands noms. Peugeot, Sochaux et son club de football, ses inventeurs, ses savants. On oublierait presque que ce pays a une histoire et qu'il n'en est pas arrivé là tout à fait par hasard. Durant la préhistoire, le pays de Montbéliard n'est encore qu'une terre de passage entre le massif des Vosges et du Jura. Quelques chasseurs-cueilleurs trouvent refuge aux abris sous roches de Bavent ou ceux de Roche-d'Anne près de Pont-de-Roide. Une récente découverte témoigne de la présence d'une aristocratie locale 1000 ans avant Jésus-Christ. Le bois de Mathé recelait sous terre un trésor caché dans un vase de céramique. Une centaine d'objets, une parure complète de bijoux ayant appartenu à une haute dignitaire de l'âge du bronze. Quelques siècles plus tard, ce sont sur les communes actuelles de Mandeure et de Mathé que s'implantent un sanctuaire gaulois et une agglomération qui portera le nom d'Epomandio du Rhum sous l'Empire romain. Établie sur la voie fluviale du Doubs, elle deviendra la deuxième ville romaine de Séquanie après sa capitale Vésontio, l'actuelle Besançon. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Le sanctuaire accueille un théâtre d'une taille et d'une richesse décorative comparables aux monuments de Rome. Avec ses 142 mètres de diamètre, il est le deuxième plus grand théâtre de Gaule après celui d'Autun. Le site archéologique de Mandeure-Mathé fait actuellement l'objet d'un vaste programme de recherche et réunit de nombreux laboratoires d'universités. La ville deviendra une place forte avec la construction d'une forteresse qui maintiendra sa puissance et son essor jusqu'au 5e siècle. La chute de l'Empire romain et l'arrivée du christianisme signent le déclin de l'agglomération et le site se perd peu à peu dans l'histoire. Cependant, on trouve les traces d'un autre développement urbain plus au nord. Au Moyen-Âge, un nouveau bourg émerge. Montbéliard est mentionné pour la première fois en 985. Il s'agit alors d'un oppidum fortifié, doté d'un château et d'une église sur un éperon rocheux dominant la confluence de deux vallées, l'Allan et la Lisaine. Puis un premier quartier se dessine autour du rocher. Au XIIe siècle, Montbéliard devient un comté dans la mouvance de l'Empire romain germanique. L'artisanat et le commerce se développent. Avec la charte de franchise, obtenue en 1283, les habitants s'affranchissent du pouvoir seigneurial. Ils régissent ainsi la ville avec un pouvoir municipal, dirigé par les représentants des 9 quartiers du bourg. On bâtit une halle, reconstruite au XVIe siècle, qui devient le cœur économique et administratif de la cité. En 1397, le pays de Montbéliard s'unit au comté germanique de Wurtemberg avec les fiançailles d'Henriette de Montfaucon à Eberhard IV. La domination wurtembergeoise va durer 400 ans. Dès le milieu du XVIe siècle, le protestantisme s'installe dans le pays de Montbéliard. Frédéric Ier de Wurtemberg impose finalement ce luthéranisme de langue française qui génère un important réseau d'écoles accueillant filles et garçons. Les pasteurs constituent une élite intellectuelle parmi laquelle on trouve des historiens, des botanistes. Frédéric de Wurtemberg confie à l'architecte allemand Heinrich Schickhardt l'urbanisation de la ville et la construction de nombreux édifices, dont le temple Saint-Martin, le plus ancien du culte réformé de France. Escaliers à vis, façades à pignons ornées de volutes, tchafas, le caractère germanique de la cité s'affirme. Le travail de Schickhardt couvre également le bornage et la cartographie de la principauté de Montbéliard qui s'étend alors jusqu'à Clerval. Dans la région, le minerai de fer abonde. De nombreuses mines fournissent la forge de Chaget, puis celle d'Audincourt, dotée d'un haut fourneau en 1619. Celle-ci s'installe au bord du Doubs qui lui procure la force motrice et lui amène le bois de la montagne par flottage.
Au XVIIIe siècle, des fermiers suisses viennent s'installer dans les campagnes pour réexploiter les terres de la principauté laissées en friche par les guerres contre Louis XIV au XVIIe siècle. De confession anabaptiste, ces fermiers s'avèrent d'excellents éleveurs et ne tarderont pas à croiser différentes variétés de vaches locales pour créer la race montbéliarde. Non loin de la ville, une ferme portera le nom de Petite-Hollande, en référence au pays où leur religion est née. Avec une église luthérienne ouverte à la nouveauté et une population éduquée, l'esprit technique et scientifique se développe à l'image du Montbéliardais Georges Cuvier, père de la paléontologie moderne. Il s'intéressera aux méthodes d'observation des os fossiles en les comparant à ceux d'animaux actuels et reconstituera ainsi le squelette d'animaux préhistoriques. Il jouira d'une notoriété scientifique internationale et toujours actuelle. La domination wurtembergeoise s'achève. En 1793, la cité des princes est rattachée à la France sous l'impulsion d'une classe d'entrepreneurs soucieuse d'ouverture. Le marché devient national et l'industrie prend son essor. Esprit visionnaire, Frédéric Japy révolutionne la production horlogère. Le travail en atelier succède au travail à domicile. Avec les machines-outils, la production en série remplace bientôt la pièce unique. Au XIXe et XXe siècle, l'Empire Japy produira émailleries, pompes, moteurs et machines à écrire. Avec ses filatures, il emploiera sur le territoire jusqu'à 5000 ouvriers. C'est dans l'une de ses anciennes usines que l'entreprise Christelle fabrique aujourd'hui des articles de cuisine haut de gamme pour un marché international. Deux frères du nom de Peugeot convertissent leur moulin en fonderie pour y produire de l'acier. En 1824, un premier atelier à Hérimoncourt compte 30 employés. Puis d'autres usines voient le jour. Des outils et lames de scie aux machines à coudre, moulins à café, crinolines, bicyclettes. L'activité se diversifie. C'est avec Armand Peugeot, vers 1890, que la première voiture sort des ateliers. L'aventure du grand constructeur automobile est en marche. La compagnie des forges d'Audincourt s'est modernisée et utilise à présent le gaz de houille comme combustible. La production s'oriente vers la fabrication de tôles fines pour l'industrie électrique. En ce XXe siècle naissant, la prospérité économique du pays de Montbéliard a profondément marqué le paysage, créant un urbanisme spécifique, imbriquant zones urbaines et espaces naturels. Les grandes familles industrielles, attachées au développement continuel de leurs usines, pourvoient aux besoins sociaux d'une classe ouvrière toujours croissante et dont ils sont tributaires. Bien au-delà des cités ouvrières, le paternalisme industriel prend en charge de nombreux aspects de la vie de ses ouvriers. Santé, éducation, divertissement. C'est en visant une cohésion sociale et un corporatisme évident que l'entreprise Peugeot crée le premier club de football professionnel français, en 1928 à Sochaux. Depuis l'arrivée de travailleurs de Haute-Saône, du Haut-Doubs, puis d'Alsace et de Lorraine, des églises catholiques apparaissent dans le paysage urbain. Certaines se distinguent par leurs matériaux et leur architecture, comme ici l'Immaculée Conception, l'église Saint-François d'Assise à Grand-Charmont ou l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt, décorée de remarquables vitraux, signés entre autres par Fernand Léger. Mais la main-d'œuvre n'est toujours pas suffisante. De premières vagues d'immigration amènent des ouvriers italiens et polonais. Par la suite, d'autres communautés du Portugal, d'Espagne, de l'ex-Yougoslavie et du Maghreb conduiront à un important brassage de cultures. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pays de Montbéliard est une terre de résistance active. Parmi d'autres, le sabotage des usines Peugeot réquisitionnées par les nazis est l'œuvre de nombreux résistants dont Auguste Bonal, un directeur de Peugeot, qui mourra en déportation et donnera son nom au stade de football à la Libération.
Malgré une période d'occupation allemande très dure, Montbéliard est la première ville de France à sceller un jumelage franco-allemand avec Ludwigsburg en 1950. Chez Peugeot, les chaînes de montage se multiplient. Les cadences s'accélèrent et les parkings de voitures sorties d'usines se remplissent sur des hectares. Parallèlement, les grands ensembles s'élèvent. L'agglomération vit à l'heure de l'entreprise qui culminera à plus de 40 000 salariés en 1980. Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire, les communes du pays de Montbéliard se rassemblent dès 1959 en district urbain. Aujourd'hui, le territoire s'adapte aux nouvelles donnes de l'industrie et défend son développement par l'implantation d'universités, de pôles de recherche et d'ingénierie comme le Centre Numérica. De nombreuses plateformes d'études et d'expérimentation réunissent constructeurs automobiles, équipementiers et chercheurs qui travaillent à la conception du véhicule du futur. Ainsi, le site PSA de Sochaux est l'un des plus grands centres de recherche et développement automobile sur le territoire national. Le nouveau stade Bonal accueille jusqu'à 20 000 spectateurs. Desservie par la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, l'agglomération marque son entrée dans le XXIe siècle. Engagée dans la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, elle valorise son patrimoine fruitier. La Damascine, une maison à haute qualité environnementale, est ainsi dédiée aux vergers et aux paysages. Souvent précurseur, le pays de Montbéliard continue d'être une terre de découverte et d'innovation technologique. Aujourd'hui, l'agglomération porte en elle la mémoire des hommes et des femmes qui l'ont construite. Ces empreintes sont inscrites dans le paysage et ne demandent qu'à livrer leur histoire. De nombreux sites et musées animent ce riche patrimoine et vous invitent à la découverte d'une aventure humaine hors du commun. Venez à la rencontre d'une terre d'accueil généreuse et inventive, ouverte sur l'Europe.